Hey, bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Donc on s'intéresse aujourd'hui à la deuxième vidéo dédiée à Pulsar. Dans la première on avait fait une brève introduction, vraiment le truc à grosse maille. Et là aujourd'hui on va rentrer un petit peu plus dans le détail, ou en tout cas plus exactement on va poser les bases pour mieux comprendre la suite après. Généralement moi j'aime bien poser la deuxième vidéo comme une vidéo de définition, les principales définitions quand on débute, de manière à avoir un langage commun. C'est hyper important pour apprendre une technologie de toujours utiliser le bon jargon généralement et de bien le comprendre surtout. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne, et puis jingle et c'est parti. C'est parti pour la deuxième vidéo dédiée à Pulsar. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va en même temps à côté, on va avoir une petite fenêtre de présentation pour faire un schéma à grosse maille qu'on viendra compléter dans les vidéos suivantes. Donc l'idée c'est de voir les définitions et d'essayer de visualiser un petit peu de quoi on parle dans notre schéma, essayer de voir la représentation des choses les unes par rapport aux autres. Donc première définition très importante, et oui on parle de message queue, on parle de bus, de message, de commit log, etc. Donc qu'est-ce qu'un message? Qu'est-ce que la base d'un message? C'est vrai que pour un débutant, moi, généralement, on connaît pas forcément trop de quoi on parle. Après, pour les gens qui sont un peu plus aguerris, bien sûr, on sait de quoi on parle. Alors, un message, c'est quoi en l'occurrence dans notre cas de figure? C'est quelque chose qui est transmis entre un producteur d'un côté et un consommateur de l'autre côté. Alors, il peut y avoir plusieurs producteurs, plusieurs consommateurs. Ils peuvent éventuellement se renvoyer des messages, etc. Mais on va dire ça, c'est le cas simple. Ensuite, il y a sa constitution. Donc, qu'est-ce qui compose ce message? Là, en l'occurrence, globalement, souvent, tout ce qui est message queue, tout ce qui est commit log, etc., on va se retrouver avec la principale brique, ce qu'on appelle éventuellement le payload, c'est les clés, une clé et une valeur, en fait. Et derrière, dans cette valeur, on va pouvoir structurer quelque chose de beaucoup plus détaillé. Ça, c'est un principe un petit peu de base. Bien sûr, autour de tout ça, pour avoir un message, il faut aussi que Pulsar lui-même, comme c'est même le cas pour Kafka ou RabbitMQ, se retrouve un petit peu dans les choses. Donc pour chaque message, on va avoir tout autour de ça, autour de ce fameux payload, un ensemble de métadata. Ça va être des propriétés, ça va être le nom du producteur du message en question, ça va être éventuellement la version du schéma, c'est-à-dire qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais le message va être structuré, comme je vous disais dans la value, et bien on va pouvoir donner un schéma, finalement un corps, qui est à respecter, et Pulsar fera en sorte de vérifier que ce schéma est bien respecté. S'il n'est pas respecté, il renverra éventuellement un message d'erreur. Donc éventuellement, si on fait évoluer le format de nos messages, on va avoir un versionning de nos schémas de messages en question. On a le sequence ID, donc lui il est créé par le producteur, c'est vraiment quelque chose qui est custom personnel, on va dire, dans le cadre de la production. Et puis on a le message ID, donc lui c'est un identifiant qui lui par contre est déposé par les bookies. Donc on va en parler un petit peu après, ce que c'est qu'un bookie, mais ça va permettre notamment le stockage. Et puis on a deux dates importantes. On a la date de publication, le publish time, lui il est obligatoire. Et puis on a l'event time. Donc le publish time, lui c'est le fait que notre producteur a produit un message, il a publié le message, donc c'est cette date-là. Et puis l'event time, ça peut être quelque chose que l'application qui fait office de producteur, on va parler en français, producteur de messages, peut déposer lui-même, dire ok, moi ça correspond à un événement que j'ai récupéré ailleurs et qui n'est pas forcément la date de publication, mais bien une autre date éventuellement. Derrière donc ce message, il peut avoir différentes formes, différents formats. Donc sur sa partie notamment structurée, ça peut être du JSON. Donc là, on va retrouver vraiment une structure un peu sous forme d'arborescence, clé-valeur, en format JSON, qui plaît ou qui plaît pas, peu importe. Il y a du format Avro qui est assez connu, notamment dans le processing de data, protobuf également. Et puis c'est possible également de créer un binaire, c'est-à-dire qu'on va dumper le message à l'arrivée, on va en créer un binaire, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus réduit, mais d'illisible éventuellement directement. Et puis ce qui va se passer, donc notre producteur va compresser, faire un binaire finalement de cette valeur,
injecter le message dans Pulsar, et le consumer, lui, par contre, il doit savoir comment le producteur a compressé cette donnée, a rendu ce binaire, de manière à pouvoir le le restructurer finalement sous forme de quelque chose qui va être lisible en clé-valeur. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être utilisable avec précaution. Et bien sûr, donc du coup, quand c'est ce cas de figure-là, il faut qu'il y ait une espèce de convention entre le producteur et le consumer pour dire, ok, moi, on échange, mon binaire, il a été généré de telle manière. Donc le schéma, on vient d'en parler un petit peu, c'est sa structure de message. C'est optionnel, c'est pas forcément obligatoire, mais ça peut permettre de faire des vérifications de schéma et de la structure de la donnée. Est-ce qu'elle correspond bien à ce qu'on recherche ou pas? Est-ce que c'est pas des erreurs finalement? Un message, ça va être acquitté ou acknowledge, donc c'est le fait que ce message va être reçu, lu par le consumer et qui va dire bah voilà, ok, ce message a été lu et donc du coup éventuellement on va pouvoir ensuite le traiter derrière pour éventuellement le supprimer, l'archiver, etc. Le fait de déposer un message, on va avoir aussi des problématiques de dire quand je suis producteur, je dépose un message et je réessaye. J'ai peut-être des problèmes pour injecter le message, je vais faire un retry pour réessayer ou redélivrer le message. Et puis ces messages, au niveau de Pulsar lui-même, peuvent être ensuite compressés en formats différents. Donc on a du LZ4, Zlib, ZSTD, Snappy. Donc c'est des modes de compression assez courants dans le domaine de la data. Ensuite, on a le producer. Donc là, si on se fait notre petit schéma, c'est très très rapide pour l'instant. On n'a rien de sensationnel, quoi, on va dire. On va se faire, voilà. Hop, ici, on a le message. Et ce message, donc, il est produit par un producteur du message. Donc ici, on va dire, voilà, producteur. Voilà. On va le mettre en anglais, c'est plus court. Voilà, hop. Et de l'autre côté, on a le consumer. Donc ça, c'est le principe de base. Donc lui, il va déposer des messages et lui hop, va consommer des messages, tout simplement. En tout cas, il y en a un qui va produire et l'autre qui va consommer. Donc un producteur, c'est quoi son rôle? Son but, c'est de créer un message et de le transmettre à quelque chose d'autre. Le but au niveau de Pulsar, c'est, on l'a vu, on en a parlé lors de la première vidéo, Pulsar peut avoir un nombre de topics relativement limité. Les topics, en gros, c'est les espèces de bus dans lesquels on va pouvoir injecter des messages. Attention, derrière, un producteur ou un consumer vont être en mesure de produire soit dans un ou plusieurs topics et puis consommer dans un ou plusieurs topics. Donc derrière, les messages, on ne va pas vouloir les mettre dans n'importe quel tuyau, potentiellement, et donc ça c'est très très important au producteur de déposer dans le bon topic, ou en tout cas mettre les éléments qui permettent de déposer dans le bon topic les messages en question. Derrière, donc, on a le mode de vérification de la livraison, on reverra ça un petit peu plus tard, ce qu'on va considérer comme un acquittement en matière de dépôt du message. Et puis, on a les spécificités de la partition. Donc on reviendra sur les partitions un petit peu plus tard, mais les topics, en gros, qui sont des gros tuyaux, eh bien, pour faciliter le fait de pouvoir les distribuer sur l'ensemble du cluster, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scinder ces topics en différents morceaux qu'on appelle des partitions, tout simplement. Eh bien, dès lors que le producteur produit un message, il va pouvoir dire « Ok, je produis sur telle ou telle partition potentiellement », ou peut-être que ça va se faire en mode random un petit peu. Abonnez-vous et cliquez sur rejoindre pour soutenir la chaîne Xavki. Consultez la page d'accueil de la chaîne pour retrouver toutes les playlists et plus de 1500 tutos. Vous y retrouverez également tous les liens de la chaîne, y compris les podcasts. Et puis on a la gestion d'erreurs, donc très importante. C'est-à-dire que si le producteur produit un message, le dépose et que finalement ça ne répond pas à un schéma donné par exemple, il va avoir un retour d'erreur, il va falloir qu'il traite ce retour d'erreur. Alors le consumer, lui, donc il est de l'autre côté, et c'est ce qu'on appelle une souscription. Donc on parle de consumer group quand on est dans Kafka, pour les gens qui connaissent. Eh bien on va parler de souscription au niveau de Pulsar, c'est le terme qui est approprié quand on a un ou plusieurs consumers. Et donc on va souscrire, donc ce consumer va souscrire auprès de un ou de plusieurs topics, potentiellement avec un pattern, ce qui n'existe pas au niveau de Kafka. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir, admettons, des topics
avec par exemple -1 à la fin, -2, -3, etc. Et bien si on veut qu'un consumer consomme l'ensemble de ces topics-là, éventuellement on va pouvoir passer par des étoiles, etc. Donc ça c'est extrêmement pratique, on va dire, quand on a un très très grand nombre de queues et que le but de ces queues c'est de faire un découpage logique du stockage finalement de nos datas par exemple. Ça va dépendre aussi donc c'est eux qui vont faire en sorte d'avoir la vitesse de consommation. Donc côté producteur, on avait la vitesse de production, donc on va injecter des messages, et là on a la vitesse de consommation. C'est un élément qui est extrêmement important puisque c'est l'élément qui va être déterminant pour savoir si on a un fonctionnement qui est correct ou non, et qui va faire que notre cluster pulsar par exemple va avoir des difficultés à faire de la rétention, à garder plus ou moins longtemps des messages. Donc c'est un paramètre très très important. Derrière, on avait vu au niveau de Kafka, on parlait d'un offset, c'est-à-dire qu'on a un commit log, hein, donc ce commit log finalement, donc c'est là où sont nos messages, hein, donc cette représentation-là, on va le faire évoluer un petit peu, on va avoir des messages comme ça, qui sont ordonnés dans le temps, hein, c'est-à-dire que le producteur produit des messages et ils vont être stockés, en tout cas on est capable de retrouver l'ordre et de les consommer dans le même ordre qu'ils ont été déposés, grosso modo. Et donc là, ce qui se passe, c'est que on fait avancer, donc quand on avait Kafka, on faisait avancer un offset, c'est-à-dire que plutôt que de supprimer les messages un à un, de dire ok celui-là a été consumé, celui-là a été consumé, celui-là a été consumé, non, on fait pas ça dans Kafka ou dans un commit log tel que Pulsar, c'est on déplace un offset, donc on garde les messages finalement, le topic reste tel quel, donc stocké sous forme de ce qu'on appelle de commit log, donc les messages un à un, et on fait avancer au fur et à mesure pour la subscription, pardon, donc le consumer group, on va dire, tel que Kafka le propose, mais la souscription telle que Pulsar le permet à partir de un ou de plusieurs consommateurs, eh bien on va faire avancer ce qu'on appelle un curseur dans Pulsar, c'est similaire à un offset, et on va le faire avancer au fur et à mesure pour symboliser la consommation des messages. Et là, en fait, ce qui se passe, la particularité, c'est que du coup, contrairement à RabbitMQ par exemple, ou en tout cas au message queue de base, eh bien les messages restent tels quels. Donc ça veut dire que si j'ai une autre souscription pour d'autres consommateurs qui n'ont pas du tout la même fonctionnalité, par exemple ici, eh bien j'ai un autre programme qui a besoin de lire les mêmes événements pour réaliser d'autres fonctions. Par exemple ici on va dire tiens c'est de la prise de commande réalisée donc sur un site de e-commerce. D'un côté j'ai besoin de mettre en colis par exemple ici, et puis de l'autre côté j'ai besoin d'envoyer des mails de confirmation du passage de la commande. Eh bien on va pouvoir lire le même topic mais on va avancer chacun à son rythme, c'est-à-dire que au-dessus, donc j'ai dit, je sais plus, la mise en colis donc va avancer à son rythme, donc l'application de mise en colis va avancer à son rythme, et l'envoi de mails de confirmation, par exemple, va avancer également à son rythme. Et pour autant, les messages, on va pas les stocker 36 fois, on va les avoir une seule fois, mais ce qu'on va juste déplacer, c'est ce fameux curseur. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important à comprendre. C'est une des principales différences entre la message queue et le commit log. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, donc, ce fameux topic. Donc ce topic, hein, c'est ce qu'on a représenté finalement sous cette forme ici. Hein. Donc ceci, on va le considérer comme un topic. Hop, voilà. Donc c'est une couche logique. Hein. Le topic, c'est pas un élément de stockage proprement dit physique sur les machines, c'est une couche logique. Un peu une représentation comme une table dans une base de données. Pareil, une table dans une base de données, ce n'est pas un élément physique, c'est un élément logique, c'est-à-dire que c'est pas tel quel que sont stockées les données. Elles sont stockées dans des data files qui ont une représentation qui vont être différentes sur le file system en question. Donc là, c'est exactement le même principe, ça pourrait être symbolisé sous forme de table avec un ordre dans les champs de la table et on fait avancer les choses au fur et à mesure. Le topic, l'idée c'est de regrouper les messages qui sont dans le même contexte, c'est-à-dire que, tel qu'on l'a vu tout de suite ici, les messages, par exemple, ici ils sont contenus dans un topic, et bien ça va représenter par exemple les prises de commandes, ou en l'occurrence les commandes les unes des autres. Donc on a quelque chose de cohérent, un ensemble cohérent, qui va être consommé par différents consommateurs potentiellement, mais avec une vraie logique. C'est ordonné, comme on l'a vu, et le but c'est de garder cet ordre le plus possible. C'est quelque chose qui est assez important. Et puis c'est également typé, c'est-à-dire que ça va être persistant ou non persistant.
Donc le persistant, c'est quoi? Bah, si on reboot le serveur, on va perdre aucune donnée. Généralement, c'est persisté du coup sur disque. Et puis le non persistant, bah là, c'est plutôt on va chercher la performance et on se dit tiens, même si on les perd, c'est pas très grave. Alors c'est très ponctuel, très particulier. Généralement, c'est stocké en mémoire, donc ça permet aussi d'améliorer les performances, mais c'est quand même relativement particulier. Un topic, comment c'est déclaré en gros dans Pulsar sous cette forme. Donc on y reviendra plus tard. Il y a le type, c'est-à-dire persistant ou non persistant, le tenant, le namespace et le topic. Donc on verra tenant et namespace plus tard, mais voilà la représentation finalement d'un topic, et c'est ce qu'on va retrouver notamment dans les éléments de configuration. Et le topic, il est découpé, comme je vous disais tout à l'heure, donc en sous-éléments qui vont permettre de distribuer les messages dans le cluster. C'est-à-dire qu'on va avoir un topic comme ceci. Ce topic va être découpé, on va dire, en partitions, hop, comme ceci, hop, voilà. Et dans ces partitions, ensuite, on va faire une distribution, on va dire, des messages. Et derrière, donc, on va avoir des consumers, soit qui vont être en mesure de lire l'ensemble des partitions, soit une partition spécifique. C'est vraiment quoi, là il y a vraiment des particularités en matière de configuration. Le curseur, on vient d'en parler, donc c'est similaire à un offset, hein. Donc là ça n'empêche pas, hein, le fait d'avoir une partition, ça va quand même nous permettre de faire avancer nos curseurs pour pouvoir faire avancer la consommation tout simplement sans perdre les messages. C'est un jalon qui avance, hein, une marque d'état d'avancement d'une consommation, et on calcule ce qu'on appelle le lag. C'est quelque chose qui est très important, vous en entendrez beaucoup parler, donc, que ce soit sur Kafka ou autre. Le lag, c'est quoi? C'est la différence entre l'état d'avancement du dernier message qui est ici par le producteur, et puis, pour chaque subscription, la différence entre ce message-là et ce message-là, donc en termes de nombre de messages. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important, et ce qu'on cherche généralement à savoir également, c'est à quelle vitesse consomment les consommateurs ici, et pour le nombre de messages qui est là, sous combien de temps on est capable de rattraper ce retard, donc ce lag, ce fameux lag. Il peut très bien être très proche de 0. Donc là, on a vu la partie, on va dire, un petit peu macro, et tout ceci, finalement, toute cette brique ici, c'est le cluster Pulsar. Ce cluster Pulsar, lui, derrière, il est composé, hop, donc on va supprimer ces éléments-là, toc, 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 il est composé de deux services. On a parlé lors de la vidéo d'introduction, on va pas mettre plusieurs consommateurs, voilà. Le premier service, donc, c'est ce qu'on appelle les brokers. Alors, je vous symbolise pas ici à côté, mais on peut le faire quand même. Allez, ici, on va avoir un ou plusieurs zookeepers. Donc, le broker, lui, va prendre sa configuration dans le zookeeper et il va suivre également le stockage dans le zookeeper. Volontairement, je mets deux flashs ici. Donc, le broker, lui, qu'est-ce qu'il permet? Il permet, comme on vient de le voir ici, d'assurer les connexions, en particulier des producteurs et des consommateurs. C'est une sorte d'interface aussi également avec l'échelon de stockage. L'échelon de stockage, il est ici. C'est ce qu'on appelle un autre service qui s'appelle Bookkeeper. On parle aussi de Bookie, pour le coup. Derrière, donc, c'est l'intérêt ici de nos brokers en particulier, c'est d'être sans état. Donc sans état, ça veut dire qu'on a une configuration des éléments d'état qui sont stockés à l'extérieur de notre service, et en gros ce service-là, on est en mesure de pouvoir soit le stopper, soit le scaler, parce qu'on a besoin de répondre à une charge plus importante. Donc une sensibilité qui est relativement faible, et surtout une capacité à pouvoir scaler, donc c'est-à-dire à répondre à des charges plus ou moins importantes, juste sur le rôle sur lequel il a effectué, c'est-à-dire les interactions entre le producteur et le consommateur, et les éléments de stockage notamment. La communication, lui, donc il assure cette espèce de couche de communication entre le producteur, consumer et zookeeper, et en même temps les bookkeepers, ou plutôt les bookies en dessous. Donc c'est lui qui fait tous ces échanges-là, il est vraiment au centre des choses, et également, on verra, mais il dispose également d'un cache ici pour éviter d'aller systématiquement chercher l'information sur les bookkeepers quand on peut l'avoir beaucoup plus tôt. Il dispose de deux sous-services importants liés aux interactions qu'il a réalisées. D'un côté, il a un serveur web,
Donc là, c'est important pour lui parce que ça va permettre d'avoir une API REST qui va permettre notamment de passer les éléments de configuration à nos brokers. C'est pas le seul mode de configuration, mais c'est un des modes de configuration. Et puis, c'est un serveur TCP également pour pouvoir recevoir les messages et les travailler, les dispatcher où c'est nécessaire. Il dispose également d'un autre outil dont on parlera qui s'appelle le Manage Ledger, qui se situe à peu près à ce niveau-là, on va dire, et qui lui permet, donc c'est comme une librairie qui permet d'interagir avec les bookies juste en dessous, les bookies qui ont en charge le stockage. Donc justement, les bookies, c'est quoi ? C'est le service Bookkeeper. Donc c'est vraiment un applicatif dédié. Et ça représente quoi ? Ça représente un write-ahead log, c'est-à-dire un wall distribué. Le wall, c'est ce qu'on retrouve très très souvent dans les moteurs de base de données. C'est souvent ce qui prend les requêtes brutes, qui va les stocker, et qui va permettre, le cas où on perd un serveur, où on arrête et on démarre un serveur un peu brutalement, de faire en sorte que notre moteur de base de données, il va aller vérifier les données qu'il a sur data file, c'est-à-dire vraiment structurées sous forme de données processées par le moteur de base de données, et puis il va pouvoir rattraper éventuellement ce qu'il n'a pas pu jouer, parce qu'on a eu un arrêt brutal par exemple, et bien il va pouvoir rejouer les transactions en question. Il met à disposition Bookkeeper ce qu'on appelle des ledgers, donc c'est comme si on imaginait des petites briques, comme des segments finalement, qu'on retrouve ici, et c'est ce qu'on appelle des ledgers. Donc c'est pour ça qu'on parle de Manage Ledger au-dessus, donc qui est la librairie qui va permettre de manager les ledgers de Bookkeeper, en tout cas d'interagir avec. Donc les ledgers, c'est la brique de stockage. À l'intérieur de ces ledgers, on va parler aussi d'entry, donc qui est un élément, un sous-élément du ledger. C'est très efficace, ce mode de stockage au niveau des bookies, pour de la donnée séquentielle. Et ça tombe bien, puisque nos messages, on a dit, ils sont ordonnés dans le temps, donc forcément, le fait de les séquencer, ça va nous permettre de vraiment coller le plus possible à notre mode de stockage et à l'outil qu'on utilise. Donc ça tombe plutôt assez bien. Ça permet également une bonne répartition de la charge en input et en output. C'est-à-dire que cette brique-ci, ici, là, on peut imaginer que le gros carré qui est là, c'est pas un cluster, mais c'est un serveur Pulsar, par exemple. Eh bien, on va en avoir plein côte à côte. Et donc, les bookkeepers vont pouvoir communiquer sous forme de cluster et se répartir la charge en termes d'input et d'output, donc au niveau des I/O, en écriture sur disque, par exemple. Et on va même pouvoir éventuellement splitter au sein même de Bookkeeper certains éléments, d'une part les ledgers et de l'autre part les journaux. Donc c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant de scinder les disques de manière à répartir la charge sur les disques également. C'est aussi un élément qui est scalable, donc là également comme le niveau au-dessus, c'est-à-dire que si j'ai besoin d'écrire plus et que mon problème c'est vraiment le service Bookkeeper, je vais pouvoir scaler uniquement le service Bookkeeper, de la même manière que si j'ai un problème sur les brokers, je vais pouvoir scaler uniquement le service broker. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va petit à petit compléter ce schéma et puis voir également bien sûr de la ligne de commande. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xapki. Ciao à tous!